Globalement, la fenêtre d'Overton, c'est un principe, un concept qu'un mec qui s'appelle Overton, un lobbyiste de je ne sais plus quoi, a créé, globalement pour dire, voilà, la fenêtre, elle contient toutes les idées qui sont à un moment donné, dans une société donnée, acceptables. Et si on est en plein milieu de la fenêtre et qu'on dit quelque chose là, une idée qui est en plein milieu de la fenêtre, bon, c'est banal, quoi. Et puis si on s'éloigne un peu du centre de la fenêtre, ça peut être original, intéressant, et si on s'approche du bord de la fenêtre, c'est un peu subversif, ça tout de même. Et si on sort de la fenêtre, ah non, bon, là, ça va trop loin. Là, non, ça c'est inaudible. Là, on n'a pas le droit de dire ça. Et puis si on s'éloigne de la fenêtre, alors c'est carrément de l'extrémisme, du fanatisme, des ayatollahs de je ne sais quoi. Et là, c'est carrément totalement soit inaudible, soit punissable par la loi, dans certains cas, dans certains contextes. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, nous avons besoin, dans certaines directions, d'élargir cette fenêtre d'Overton pour y faire rentrer de nouvelles idées. Et une des meilleures manières d'y arriver, c'est en fait, en créant le long de cette catégorie d'idées, dans une direction donnée, créer un gradient de radicalité. Les plus radicaux seront, du moins à l'instant donné, totalement inaudibles, mais parce qu'ils existent, les moins radicaux, qui n'auraient pas été audibles tout seuls, deviennent audibles. Par contraste, ils apparaissent comme moins extrêmes, et donc ils deviennent audibles. En France, pour ceux qui ont un peu suivi ça il y a quelques années, Marine Le Pen doit beaucoup à Éric Zemmour. Il était encore plus extrême qu'elle, donc elle apparaissait beaucoup plus acceptable. Vous voulez changer ça? Donc on a besoin d'extrémistes même, ou de radicaux en tout cas. Souvent on confond les deux, ça n'a rien à voir. Comme disait Aurélien Barraud quand ça a été cité, il faut être sérieux, c'est-à-dire être révolutionnaire. Et évidemment, du point de vue de ce système, les révolutionnaires sont des agents subversifs dangereux. Du point de vue des réalités, des dynamiques, la révolution, c'est ce qu'il y a de plus proche de la normalité que devrait être notre nature et notre intensité de mobilisation. Il y a un gros problème, évidemment. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est êtes-vous prêt à faire de la prison? Il va peut-être falloir faire de la prison, mesdames et messieurs. Nous avons, rien que pour la question climatique, et vous avez bien compris que c'était une sous-partie, mais enfin vous avez compris que c'était quand même une sous-partie importante. Pour cette question climatique, nous mettons en danger l'habitabilité de la planète Terre. Et les scientifiques sont clairs là-dessus. Même si ce n'est pas écrit encore dans les rapports qui sortent des COP, parce qu'il y a plus de lobbyistes du pétrole dans les COP que de scientifiques. Mais au final, la science est à peu près claire. Pour te donner au moins 2 tiers de chance d'ici la fin du siècle de rester en deçà du seuil de 2 degrés, c'est-à-dire le moins ambitieux des seuils de l'accord de Paris, alors nous devons laisser, je crois, environ 60% dans le sol, environ 60% du pétrole déjà connu, des réserves déjà prouvées. Donc il faut arrêter toute exploration nouvelle, et il ne faut pas exploiter plus de la moitié de ce qu'on pourrait exploiter. Question, comment vous allez en convaincre une compagnie pétrolière, voilà, qui est riche 1 milliard, elle a des centaines de milliards à aller chercher, vous lui dites non? Vraiment? Et un pays producteur de pétrole, dont dépend sa puissance et son économie, comment vous allez lui dire désolé les gars, c'est fini, vous devez laisser ça dans le sol. Faites autre chose. Vraiment? Et si la France nationalise Total Énergie, vous avez 15 ans au total pour arrêter des fossiles et ne faire plus que des renouvelables, imaginons. Et si Total le fait, imaginons. Alors, qu'est-ce qui va empêcher une autre compagnie pétrolière, privée ou d'État, d'aller exploiter les gisements que Total aura délaissés? Rien que sur cette question-là, on joue l'habitabilité de la planète Terre, en tout cas en grande partie. Il faut sortir des fossiles et on n'a aucun levier pour y parvenir. Aucune prise politique, aucune prise économique tant que ce système tient debout et tant que la loi du profit maximum reste la loi fondamentale. Ils iront jusqu'au bout, ils prendront la dernière goutte s'ils le peuvent, qui finira sans doute d'ailleurs dans un tank. Face à ça, ne faudrait-il pas aller saboter quelques pipelines? Et là, je suis filmé, et merci d'avoir posé cette question, Christian Hansperger, parce que je vais finir en tôle. Je ne suis pas tout à fait prêt, maintenant, pour y aller, j'ai des choses prévues cette semaine. Donc, nous avons effectivement des vraies questions à se poser. Quelqu'un qui fait exploser un pipeline, c'est un ennemi d'État. Voilà, ce n'est pas 3 mois en tôle.
Quelqu'un qui fait exploser un pipeline, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et faire exploser un pipeline, ça va créer, si jamais ça se fait, d'énormes problèmes sociétaux, des récessions peut-être, des problèmes monstrueux, monstrueux. Et c'est une catastrophe sociale potentiellement. Alors, je ne peux pas me réjouir de dire qu'il faut faire ça, hein, mais c'est soit ça, soit l'habitabilité de la planète Terre, mesdames et messieurs. Donc, qui sont les héros ?